Bienvenue au comité plénier public numéro 3 du 25 octobre 2022. Donc, ouverture de la séance, adoption de la conversation, adoption de l'ordre du jour, il y a juste un item, il n'y a pas de changement, donc ça va être tel quel. Donc, le procès-verbaux, il n'y en a pas. Comité, donc, Oui, il y en a un du 28 juin. Oui. Qui date. Donc, adoption du procès-verbal, dans les procès-verbal du 28 juin, oui. Donc, je pense qu'il est adopté tel tel, il n'y a pas de commentaires ou de modifications. Donc, on va passer au dossier d'analyse. Donc, on a 5.1.1, projet de chantier routier avec enjeu. J'aimerais ça que vous vous présentiez pour le bien du public. Oui, moi, c'est Patrice Grondin, chef de division d'ingénierie au service de l'infrastructure urbaine. Sébastien Dubuc, ingénieur de projet du service d'infrastructure urbaine. Je m'occupe surtout du volet circulation. D'accord, merci. Puis on a Pierre Lanois, Claude Chabon, président de l'arrondissement, Jennifer Bartlett, conseillère d'arrondissement, puis Guillaume Liret-Gélina, conseiller d'arrondissement, puis M. Paul Chapdelaine, puis M. André Blais, coordonnateur, puis directeur de l'arrondissement. Donc, le sujet vraiment porte sur la mise aux normes des passages pour piétons. Oui, c'est ça. Merci, M. Blais. Procéder. Donc, on y va de l'avant. Donc, on a préparé, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, on vous présente le projet de mise aux normes des passages pour piétons. Donc, plan de la présentation, petite mise en contexte, les objectifs de cette étude-là. On va vous présenter l'analyse qu'on en a fait, les différents résultats et les conclusions qui émanent de cette étude-là. Alors, si on va sur la mise en contexte, le ministère des Transports, en 2019, a modifié les normes des traverses piétonnes. Donc, il a apporté 3 grands changements au niveau de ces normes. Un, c'est la modification des panneaux. Donc, vous pouvez voir le panneau existant à la gauche et à la droite, on voit le panneau modifié. Donc, la modification principalement vient avec le volet CD. Donc, on met l'emphase sur CD, laisser place, la priorité aux piétons. Petite question, est-ce que vous voulez les questions à mesure qu'on avance ou juste à la fin? Je préférerais qu'on défile, puis après ça, vous pourrez revenir. Ça va être plus efficace, je crois. Donc, c'est une première modification qui est apportée au niveau de la réglementation. Pour votre information, toutes ces modifications-là de panneaux sont déjà faites. Donc, nous, qu'on a été avisés dès 2019, on a entrepris des travaux. Donc, les modifications des panneaux, vous pourrez le remarquer sur le territoire, c'est déjà fait, peut-être pas à 100%, mais c'est très, très, très avancé. Deuxième modification qui a apporté, c'est le dédoublement de la signalisation. Donc, une signalisation de part et d'autre de la rue, non seulement d'un seul côté. Donc, ça aussi, c'est une deuxième modification dont les travaux sont pratiquement terminés aussi au moment où on se parle. Troisième modification qui, elle est majeure, c'est vraiment l'ajout de feux rectangulaires clignotants rapides qu'on commence à voir sur notre territoire, sur, entre autres, Boulevard Université, où il y en a tout près de l'Université de Sherbrooke. Boulevard Portland, on en a au moins à 2 endroits, etc. Donc, ça, c'est une nouvelle norme. Et là, le ministère a mis des règles, donc un débit supérieur à 10 000 véhicules, ça devient obligatoire, etc. Donc, ils ont mis des conditions. Et donc, c'est les 3 principales modifications de mise aux normes qu'ils ont apportées. Ils nous laissent normalement jusqu'en 2024. Donc, on avait 5 ans pour réaliser ces travaux-là. Et là, de façon non officielle, mais de façon officieuse, il risque d'y avoir un délai supplémentaire de 2 ans pour nous amener jusqu'en 2026, pour nous permettre de respecter ces nouvelles normes-là. Donc, ça, c'est en termes de mise en contexte. On va jusqu'en 2026. Si on regarde, nous, lorsqu'on a été avisé du ministère des Transports en 2019 que les règles changeaient, on a fait une première analyse très sommaire pour juste voir c'est quoi l'implication. Et à ce moment-là, on estimait quand même un investissement de l'ordre de 5 millions pour réaliser ces travaux-là sur un horizon de 5 ans. C'était majeur. Donc, c'est là que le conseil municipal nous a donné un mandat en 2019 de faire une étude approfondie de c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on doit réaliser comme travaux, ce qui a été fait. Donc, puis on a préparé le budget d'immobilisation en conséquence, pour être capable de faire face à cette nouvelle demande-là, pour respecter le délai de 5 ans 2026. Là. Nous, c'est ce qu'on s'est donné comme orientation. Et on a entrepris des démarches avec le ministère des Transports, savoir s'il pourrait y avoir des aides financières. Donc, on a quand même des bonnes nouvelles. Il existe un programme, là, le
le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, où le ministère va nous permettre de déposer des demandes d'aide financière pour nous appuyer dans cette démarche-là. Au moment où on se parle, le programme est fermé, mais normalement, il devrait réouvrir probablement au printemps 2023. Donc, on va pouvoir appliquer pour nous supporter dans la réalisation de ce projet-là. L'objectif de l'étude, c'est important de le mentionner, là, donc, nous autres, ce qu'on a, c'est d'identifier le mode de contrôle des passages pour piétons existants. Donc, c'est vraiment ce qui est important de savoir. Nous, ce qu'on a regardé, c'est les traverses piétonnes existantes. Ce n'est pas dans le but de regarder, puis on va le voir tantôt dans les exclusions. Donc, on s'attache principalement aux traverses piétonnes existantes. Et on regarde l'analyse détaillée par site. Donc, ceux qui nécessitent une intervention plus costaud, donc ajouter des feux clignotants. Là, on a fait une analyse détaillée de chacun des sites pour savoir s'ils respectaient l'ensemble des normes. Donc, ça, c'était fait. Puis, selon les recommandations, on a proposé une intervention adéquate, à savoir si on doit ajouter des feux clignotants ou pas. Donc, ça, c'est les objectifs. Ce qui est exclu, puis ça, c'est important parce que j'entendais certains messages qui circulaient. Nous, c'est vraiment les passages existants. Ce n'était pas d'étudier chacun des sites sur le territoire, à savoir est-ce qu'on doit en ajouter, est-ce qu'ils sont vraiment appropriés au bon endroit, est-ce qu'on peut optimiser, le déplacer, etc. Ce n'était pas l'objectif du mandat, c'était vraiment les traverses piétonnes existantes, puis d'identifier quels sont les travaux pour respecter les nouvelles normes du ministère, les 3 modifications que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Donc, c'est un peu ce qui est exclu le mandat. Si on voit la prochaine slide, je crois qu'on tombe dans l'analyse. Donc, je vais laisser mon collègue Sébastien vous présenter l'analyse. Donc, c'est lui, son équipe qui a réalisé tout le détail de chacun. Donc, il va présenter ça. On va revenir avec les conclusions de ce que ça va représenter pour l'ensemble du territoire. Excellent. Donc, si on y va avec le volet analyse, on va commencer par l'inventaire. À la ville de Sherbrooke, actuellement, on a 205 passages pour piétons sous juridiction municipale. Juste pour le ramener en entrée de jeu, on avait eu des fois des questions là, sur passage piétons. En fait, là, c'est les passages piétons avec les panneaux blancs en section courante d'une rue. Là. Donc, c'est pas vraiment nécessairement un feu de circulation ou à des arrêts. On parle vraiment dans une section courante de rue. Comme vous avez ici, là, juste en face effectivement, une réelle traverse piétonne. Donc, on en a 186 actuellement signalés juste avec des panneaux de signalisation seulement sur le territoire. On en a 8 qui fait avec des panneaux, des feux clignotants, mais qui ne sont pas nécessairement parfaitement conformes, surtout dans le secteur de René Lévesque, qui a été construit avant les nouvelles normes. En fait, il y a des clignotants d'un côté. Dans la réalité, il faudrait en faire des 2 côtés. Là. Donc, on va avoir des petits ajustements à faire ultimement à ces endroits-là. On a un site qui est équipé de panneaux d'ailes lumineux qui est non conforme, qui a été corrigé en entretien puisqu'il avait été endommagé. C'était Terril-Chicoine, un panneau blanc avec une silhouette blanc. Donc ça, c'était pas une signalisation conforme, donc ça a été ajusté. On a 6 sites conformes actuellement, donc qui ont leur panneau clignotant et qui n'ont pas d'intervention requise. Et on a aussi 4 autres traverses pour piétons qui sont des feux de circulation, comme sur le boulevard de l'université, devant l'université de Sherbrooke. Donc, au total, là, le plan directeur doit l'étude de circulation, on veut identifier le mode de contrôle pour les passages pour piétons, donc qui ne sont pas déjà conformes. Donc, on s'est attardé à 195 sites. L'étude, elle exclut les passages pour piétons déjà conformes et ceux situés sur des rues développées par des promoteurs, mais qui ne sont pas encore scellés, donc qui ne sont pas encore sous juridiction de ville. Pour y arriver, dans les 195 sites, on a fait une analyse préliminaire pour voir, en fonction des débits, de la vitesse pratiquée et du nombre de voies à traverser, quel serait le mode de contrôle préliminaire. Le mode de contrôle préliminaire, si on revient au tout début, on présentait certains chiffres là, de débit de circulation pour une route à 50 km/h. Quand on a plus de 10 000 véhicules par jour, on a l'obligation de mettre des feux rectangulaires clignotant rapides. Quand on est entre 5 000 et 10 000 véhicules par jour, on tombe dans une catégorie où le choix est laissé au jugement de l'ingénieur. Donc, c'est vraiment la ville qui détermine, là, de par les services techniques, quel serait le meilleur mode de gestion pour le passage pour piétons. Et en bas de 5 000, on est en signalisation seulement.
Donc, si on le ramène à nos 195 sites, on a 121 sites au total qui seraient en signalisation seulement, donc seulement les panneaux de signalisation. La mise à jour a déjà été effectuée. On a 45 sites qui sont au choix de l'ingénieur et 12 sites qui sont feu rectangulaire, clignotement rapide obligatoire. On a aussi 17 sites qui vont nécessiter des changements ultérieurement en fonction de l'évolution des débits. C'est surtout dans le secteur René-Lévesque que le secteur n'est pas complètement bâti en ce moment. Les prédictions de débit vont entrer dans la catégorie obligatoire. Les sites sur lesquels on voulait apporter votre attention, les sites au choix de l'ingénieur et feu rectangulaire clignotement rapide obligatoire. Comme ces sites-là demandent un plus grand investissement, on a fait une analyse détaillée afin de pouvoir se positionner à savoir si on doit mettre des clignotants rectangulaires ou non. Pour y arriver, le temps de rapport, vous pouvez constater, on a une fiche résumée pour chacune des fiches où on voit la localisation, une photo, on donne les données concernant les relevés de visibilité. On a été mesurer les distances de visibilité de part et d'autre. On a des relevés d'éclairage qui ont été effectués sur les sites. On considère la classification routière, la vitesse pratiquée, le débit journalier de véhicules, nombre et largeur de voies, sécurité, etc. L'achalandage piétonnier considéré, les usagers vulnérables. Pour le choix, dans nos choix, les critères qui pesaient le plus, on avait le débit véhiculaire, qu'on a considéré beaucoup, puisque toute l'analyse du ministère des Transports est basée là-dessus. On s'est attardé aussi à la sécurité et l'achalandage piétonnier des usagers vulnérables. C'est nos principaux points qu'on a utilisés pour nos recommandations. On vous parlait aussi qu'on voulait présenter le type d'intervention préconisée à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. On a un exemple sur la photo. En fait, c'est le type d'intervention qu'on fait déjà actuellement. On parle des feux rectangulaires clignotement rapides, mais accompagnés d'un éclairage dédié. Donc, on a un éclairage très concentré sur le passage pour piétons, qui contraste fortement avec l'éclairage ambiant. Donc, au temps mauvais temps, le piéton est très visible de soir au passage pour piétons. On recommande d'aller avec cette approche-là qu'on a déjà ailleurs, qui est fonctionnelle. C'est important de mentionner par contre que notre éclairage dédié, il dépasse, ça va au-delà de l'exigence des normes du ministère, mais par opportunité, vu le type de travaux qu'on fait déjà, c'est un ajout qui est somme toute mineur et qui a un de grands bénéfices. Si on ramène aux résultats, donc on a 195 sites au total. Dans notre analyse qu'on a effectuée, on recommande la mise en place de clignotants à 41 sites. Dans ceux-ci, il y en a un qui est déjà réalisé. Donc, au final, on rappelle, on avait 121 sites en signalisation seulement. On avait 45 sites qui tombaient dans la catégorie au jugement de l'ingénieur. Dans ceux-ci, on a 30 sites où on recommande de mettre en place des feux clignotants. Ça représente 66 dans cette catégorie-là. Donc, on est quand même, on va de l'avant sur plusieurs sites. On a 10 sites où on recommande de mettre de la signalisation seulement. On a 4 autres sites où on recommande de maintenir de la signalisation seulement, mais que nos relevés d'éclairage ont démontré qu'il faut faire des ajustements à l'éclairage. Donc, on irait avec un ajustement à l'éclairage, mais le maintien de la signalisation actuelle. Et on a un site dans cette catégorie-là où on recommande le retrait du passage pour piétons, vu sa position non conforme. Donc, de par sa position non conforme, on n'ira pas investir pour ajouter des équipements. Il y avait des options sécuritaires ailleurs, donc on recommandait le retrait. Dans les sites feu clignotement rapide obligatoires, les débits de véhicules de plus de 10 000, bien, pour 11 des sites, on recommande la mise en place des clignotants. Il y a un site qui actuellement n'est pas signalé avec le bon type de signalisation. Donc, on a des panneaux de passage piétons situés en aval d'un arrêt de toute direction. Donc, en réalité, il ne devrait pas avoir de panneaux là. Donc, notre recommandation, c'est de retirer les panneaux et de maintenir un marquage blanc. Et aussi, on avait 17 sites ultérieurs là, en fonction de l'évolution des débits. On a un plan d'action pour les coûts qui sont évalués à 3 900 000 pour la mise en œuvre de tous les sites, la mise en œuvre de tous les sites d'ici 2026. On l'a ramené le tout par arrondissement. On va le passer rapidement. Du côté de Brompton, Roquefort, Saint-Élie-Deauville, il y avait un site où on voulait aller de l'avant. C'est Mi-Vallon-Pavillon, qui a été réalisé en 2022, qui est en cours de travaux en ce moment. L'arrondissement de Fleurimont,
un arrondissement qui est quand même plus dense, plus de passages piétons sur les rues achalandées. On avait 11 sites recommandés pour les feux rectangulaires nettement rapides, 4 sites non recommandés, dont 2 avec l'éclairage, l'amélioration de l'éclairage et 1 site à retirer. Maintenant, à Lennoxville, il y a 4 sites qui ont été analysés au total. Le premier, College Parkdale, qui est un site au choix de l'ingénieur, on confirme pour la recommandation de feu clignotants. Parce que c'est un site qui a une présence de piétons, donc des usagers vulnérables, il y a un corridor scolaire, un brigadier, il y avait de la vitesse un peu sur le tronçon. Donc celui-là, on recommandait d'aller de l'avant. On avait un autre site, les 3 autres sites, on ne recommandait pas pour l'ajout de feux rectangulaires nettement rapides. Donc, Saint Francis, devant le numéro 14, c'est un accès à un terrain de soccer. Donc, qui n'est pas nécessairement de générateur, là, dans le coin de BCS, que lui, on n'allait pas de l'avant. On avait Saint Francis face au parc Atto Beaver, où la largeur de traversée était faible. On est de l'ordre de 7 mètres là, pour traverser la chaussée. On a une très bonne visibilité des 2 côtés et des débits tout de même faibles pour le type d'intervention qu'on regardait. On était plus près du côté de 5000 que du côté des 10 000. Puis il n'y avait pas eu d'accident non plus. Hein. Donc, on a celui-là. Et on avait College Croissant Oxford, où non plus on n'y allait pas avec la recommandation de feu rectangulaire. C'est un cas d'achalandage piéton. Les véhicules aussi, on est plus près du 5000 que du 10 000. La visibilité est bonne des 2 côtés. Par contre, à cet endroit-là, on recommande de mettre en place des mesures de modération de la vitesse un peu plus en amont du côté de la rue Belvedere, en complément. Ensuite, on avait les résultats de l'arrondissement des Nations, où c'est vraiment là qu'on a le plus de passages pour piétons à mettre aux normes. On en avait 28 recommandés pour les feux rectangulaires, 6 non recommandés et 2 futurs dans le secteur de Wellington. Ça nous amenait à le plan d'action pour la mise aux normes de nos 40 sites. En 2021, on a fait le remplacement de tous les panneaux. On avait un budget de 150 000. En 2022, on a 3 sites qui étaient ciblés. En 2023, on en a 9 sites qui sont ciblés, dont certains financés avec des projets tiers. Le PTI n'est pas encore utilisé pour le 2024, 2025, 2026, mais comme on constate, on va avoir des grosses années en 2025 et 2026 pour rencontrer le tout. La priorisation des sites qu'on présente à chaque année, c'est vraiment par opportunité de travaux, si on peut les intégrer à d'autres travaux déjà planifiés. Donc, ça fait une finition plus, ça fait une plus belle finition, c'est plus facile à mettre en œuvre. Par la suite, c'est vraiment la présence d'usagers vulnérables, des délits de circulation, des enjeux de sécurité constatés pour prioriser le choix. Donc, c'est présenté dans le cadre du PTI pour le choix des projets. Donc, en conclusion, on a 40 sites à mettre aux normes. Les investissements sont de l'ordre de 3 900 000. Le PTI prévoit 1 250 000 de 2022 à 2024. Donc, il manque un investissement de 2 650 000 d'ici 2026. Et maintenant, la mise aux normes des passages piétons est admissible au PAFFSR, des coûts pour une aide financière maximale de 350 000. Ça nous amènerait à la période de questions. Bien, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais passer la parole au conseiller. Ministre, il y a une question. Mais juste une courte observation. Pour College Parkdale, est-ce qu'il y a une façon de mettre quelque chose en haut de la colline? Parce qu'il y a des citoyens qui me disent, comme s'ils traversent de nord à sud, des fois, il faut courir parce que les autos, ils vont tellement vite quand ils descendent la colline ou la pente. Et comme si c'est pas quelqu'un d'ici, s'ils ne savent pas qu'il y a une traverse piétonnière là, c'est vraiment dangereux avec les gens âgés aussi, et même quand il n'y a pas de brigadier là non plus, c'est dangereux pour les enfants. Donc, je suis contente que, comme il y a un feu
peu clignotant, mais s'il y a une façon d'avertir les gens en haut de la colline, peut-être ça peut aider aussi. Et juste l'autre chose, Saint-Francis en avant de Addo Beaver, je sais que le trottoir aide beaucoup maintenant, mais peut-être dans le futur, et je pense que la vitesse va mieux maintenant sur Saint-Francis, mais quand il y a beaucoup d'autos, comme quand il y a des activités à Addo Beaver, je ne sais pas, peut-être si on peut le garder dans une couple d'années aussi, juste pour vérifier. C'est certain que c'est un site qu'on va garder sous observation, là, parce qu'effectivement, Saint-Francis, quand même, un lien très utilisé. C'est un lien directement avec le parc. On a fait un grand pas l'année passée, je crois, avec la construction du trottoir. Oui. On est capable d'amener les gens vers le parc de façon plus sécuritaire. Oui. Mais effectivement, là, peut-être avant d'aller faire un projet de réflexion sur Saint-Francis, avant de faire des travaux en profondeur, on pourrait prévoir éventuellement une traverse piétonne. Là, comme on disait tantôt, là, on n'est pas loin du 5 000, là, on n'est pas à 10 000. Mais si on a déjà un 3,9 millions à investir, mais tranquillement, on va y arriver. Là. Le point que Mme Garfield faisait, c'est quand il y a des activités. Le moyen de faire la différence, parce que quand il y a des activités, c'est très occupé. Là. Y a-t-il du stationnement des deux côtés sur San Francisco? Je pense pas, non. Non, c'est plus comme Addo ouais. Okay. L'autre question, juste, je pense que je l'ai échappé, mais quand le gouvernement a dit qu'il faut mettre les traverses piétonnières à nord, est-ce qu'ils ont donné comme les subventions ou l'argent? C'est la ville qui a tout payé? En fait, en 2019, quand ils l'ont annoncé, il n'y avait pas de programme de subvention qui accompagnait. Mais depuis ce temps-là, oui. Donc, le premier 150 000 de modification de la signalisation, c'est la ville qui l'a payé à 100%. Mais là, avec les nouveaux programmes qu'ils ont mis de l'avant, comme on disait, probablement qu'il va être reconduit au printemps 23. Là, on va aller chercher peut-être 50% de la dépense. 50%. Okay. Donc là, on va aller chercher 50% je vais faire un chiffron du 4 millions. Oui, on va aller chercher 2 millions. Ça reste à voir. Là. Okay. Mais comme on dit, on essaie aussi beaucoup de faire des projets aussi par opportunité. Oui. C'est comme cet été, on a fait le projet Galt Ouest dans le secteur des rues Lisieux. Mais comme on fait une reconstruction de la rue, l'ajout de la traverse piétonne, ça n'implique pas des sommes faramineuses. Mais lorsque le projet, c'est uniquement la traverse piétonne, ben là, le coût est plus important. C'est pour ça qu'on essaie d'arrimer un peu. C'est pour ça qu'on vous a présenté les projets 23, mais là, on est à réfléchir maintenant 24, 25, 26. Quel projet on va insérer en fonction des travaux de réflexion en même temps sur notre territoire pour essayer de diminuer les investissements. OK. Merci. Oui, quand on parle d'usagers vulnérables, c'est un terme qui a été utilisé dans la prononciation, dans la présentation, pardon. Donc, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur qui est considéré comme usager vulnérable, juste pour être un peu plus précis, dans le fond, qu'est-ce qui a été tenu en compte lors de l'étude? Oui, pour les usagers vulnérables, la majorité du temps, un indicateur qu'on a rapidement, c'est les corridors scolaires. Donc, les enfants d'âge primaire qui, dans leur développement, n'ont peut-être pas de la même maturité qu'un adulte là, dans la prise de décision pour traverser la rue. Donc, on a les enfants d'âge scolaire, les personnes âgées aussi sont considérées. OK. Donc, personnes âgées, comment vous calculez ça au niveau des personnes âgées? C'est proximité de résidence dédiée? C'est moins précis au niveau là, des personnes âgées, là, parce que si on compare aux étudiants, les élèves du primaire, ben, on a accès à des cartes qui montrent un peu la localisation, combien d'élèves restent dans tel bassin, quels sont les parcours qu'ils doivent prendre. Donc, on sait à peu près combien de gens passent par chaque passage pour piéton. Donc, c'est surtout ça notre indicateur fort qui est bien documenté. S'il y a des personnes âgées, là, c'est plus subjectif, là, ça dépend. On a des évidences d'une résidence en face ou qu'on nous rapporte de personnes âgées. OK. Puis aussi, ben, il y a les personnes en situation de handicap que je ne vais pas compter nécessairement dans votre analyse présentement. En plus, peut-être que je me trompe, là, mais ont-ils été considérés?
les personnes en situation d'handicap. En fait, ceux qui, moi, j'ai pas eu connaissance de qu'on nous ait rapporté ou qu'on ait un dénombrement, c'est qui nous disent à quel endroit les gens peuvent se passer. Difficile encore, c'est quoi? C'est une donnée qui est difficilement accessible. Par contre, est-ce qu'on utilise aussi les données là, tu sais, de notre plan sécurité judiciaire, lequel on a consulté l'ensemble des différents groupes sur notre territoire qui viennent peut-être nous alimenter? Oui, c'est un bon point. Un autre dossier qu'on a fait il y a quelques années, c'est un plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. C'est une étude de sécurité de l'ensemble des rues municipales, donc analyse d'accidents à chacun des endroits. Je faisais ressortir certains endroits. Ça, on l'a considéré fortement là, dans notre analyse, à savoir s'il y avait les densités d'accidents. Puis en plus de ça, il y avait une démarche de partenariat avec différents partenaires de la ville et les associations de personnes à mobilité réduite et déficience visuelle, etc., qui étaient représentés. Et c'est, dans le fond, les gens qui les représentaient nous donnaient un input là, sur les différents endroits qui peuvent être problématiques. Là. OK. Donc, on a plusieurs aussi interventions qui découlent de ça en termes de flux de circulation. Où on reçoit des demandes souvent pour des traverses sonores, par exemple, pour flux de circulation. On n'a pas qui sont entrés là, en termes de passage pour piétons. OK. Mais il est vrai de dire qu'effectivement, pour les personnes âgées, c'est plus difficile d'identifier exactement son où, c'est quoi leur trajet, comparativement à des écoles où là, on a vraiment des corridors qui établis sont on a des chiffres, c'est très, très beaucoup d'informations. Parce que c'est ça, on a des personnes âgées qui, tranquillement, pas vite, s'en viennent vers la perte de mobilité, tranquillement, pas vite, mais qui sont encore très autonomes, qui demeurent dans des appartements réguliers, autonomes, qui ne sont pas dans des foyers de personnes âgées. Moi, je pense à beaucoup de personnes que je connais, justement, dans le passé à Oxford, qui sont là. Je me dis, est-ce qu'on a pensé à eux à ce moment-là, où on a considéré à ça? Parce qu'effectivement, sur collège, je trouve qu'il y a quand même un achalandage assez important au niveau véhiculaire. Oui, il me semble. J'ai été surpris de voir que c'était pas beaucoup, en fait. Ce que je comprends, c'est entre 5 et 10 000 véhicules jour. Là, quel est le chiffre, je ne l'ai pas en tête. On est plus à 8 000, plus à 5 000. Et on comprend votre question. J'ai juste été. On va le considérer. Là. Bref. Mais voilà, mais sinon, en général, je trouve que l'exercice est vraiment super important, puis c'est super pertinent de le faire. Puis tant mieux si on a de l'aide du gouvernement provincial pour nous aider à améliorer nos infrastructures. Merci. Juste pour faire suite à un commentaire de collège, de l'achalandage du collège, la partie est-ouest, c'est vraiment différent maintenant depuis que l'autoroute est construite. Est-ce qu'il y a une étude séparée pour ces deux secteurs-là? Est-ce que vous voulez dire à partir du côté si tu passes par collège, par la rue Queen, là, la partie où on monte la côte, c'est beaucoup moins achalandé que la partie où on va à l'université, par exemple. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une étude séparée ou si on a le collège est considéré comme une voie? On a des études de circulation dans le secteur des passages pour piétons en question. Donc, entre Belvédère et Queen, et les études sont récentes depuis l'ouverture de l'autoroute et de l'accès. Donc, ça représente la situation actuelle. Donc, la situation Parkdale est représentée par le trafic qui passe. Oui, exactement. Puis aussi, à partir de Queen vers l'est, on n'est même pas propriétaire, mais c'est ça à partir du chalet de transport. Donc, on n'est même pas là pour l'instant, tout le monde. Ça tourne à mon autre question. Parce que quand il s'agit du MTQ, c'est certain qu'on agit différemment parce qu'on n'est pas propriétaire. L'influence qu'on a, parce que je regarde la traverse sur Parkdale College, puis je la compare à Queen Academy. Puis je pense que Queen Academy, c'est aussi important, aussi dangereux, aussi passant, aussi vite. Tous ces facteurs-là sont assez flagrants. Donc, le changement qu'on devrait apporter, je pense, sur Parkdale devrait être sensiblement le même, sinon mieux sur l'Académie, sur l'intersection Académie-Collège. Parce que quand même, il y a une école là aussi. Parkdale, on parle de l'école Saint-Antoine, donc à Académie, on parle de l'école LIF. Ça fait, au point de vue important, c'est comment est-ce que ça gère, parce que là, c'est certain, on fait affaire avec les MTQ. Effectivement, le ministère des Transports, c'est des choses qu'on va aller vérifier prochainement là, pour
parce qu'il y a un projet éventuellement de peut-être nous céder cette infrastructure. Oui. Mais on s'attend à ce que cette infrastructure-là respecte les normes. Déjà, aujourd'hui, le ministère du Transport doit respecter ses propres normes. C'est ce que je te Donc, demande. normalement, ils ont jusqu'en 2024. Aujourd'hui, ce qui est officiel, c'est 2024. Donc, nous, on s'attend à ce que le ministère du Transport réalise des travaux sur l'axe ici pour le rendre conforme si ça ne l'est pas. Mais je crois que 10 000 véhicules jour doit être atteint facilement ici. Là. Donc, ils vont avoir des travaux à réaliser, là, entre autres, ces travaux-là de mise aux normes des traverses piétons. Il y en a probablement d'autres aussi là, qui ont été exigés là, avant de donner suite à un dossier comme ça. Là. Donc, en théorie, ça devrait être homogène avec ce qu'on fait. Tout à fait. Ils sont dans la même, ils doivent respecter leur propre vente, oui, leur propre norme, c'est clair. J'ai quelques questions. Collège Oxford, tu as parlé de moyens de médiation, de modération. Puis, il y en a déjà un en place, on a des achats radar de pédagogique. pièces. Oui, Oui, c'est ça. Qui est en amont, en décembre. Fait que là, je me demande si vous allez faire autre chose. Mais c'est un radar pédagogique mobile, il est sur un fixe. photo. Fixe, sur Ok. photo. Puis là, bon, on a fait, je ne sais pas s'il est là depuis longtemps, ça doit être pas Ça sept. doit faire un an. Un an, à Ok, peu près. ok. Ouais, autant Puis de- selon vous, non, on a peut-être pas de joie avec mon équipe extérieure, parce qu'on a mesuré, voir l'effet. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un ralentissement? On pourrait le revoir avec l'équipe là, qui s'occupe C'est ce de la requête aux qu'on citoyens. est supposé obtenir comme suivi. OK. Avec, OK. On avec va Stéphane. voir si ça donne les résultats escomptés, qu'il y a une diminution de vitesse ou on a encore des vitesses excessives. Là, on va le vérifier. Quelques autres questions. Le fait que vous allez, je veux vraiment souligner le fait que vous allez au-dessus des normes avec votre éclairage, parce que je pense que ça a un impact important, surtout quand on parle de temps de pluie. Ouais, tu sais, je trouve que l'éclairage, on a un exemple ici, traverse Fleuve Douce, on veut l'appeler de même, hein, où ce que c'est qu'il y a un éclairage, puis ça fait une différence. C'est certain que c'est vraiment parti, mais ça fait une différence. Quand tu vois quelqu'un bouger entre les lumières, ça. Effectivement. Avec les clignotants rapides, là, oui, c'est ça. OK. Répondu. Et quand tu parles d'intervention costaud, est-ce que c'est costaud au point de vue financièrement? En fait, tu sais, comme on disait tantôt, là, pour la majorité des traverses piétonnes, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a changé la signalisation. C'est la très grande majorité de nos sites, là, ça a peut-être, on a investi l'équivalent de 150 000, je ne m'abuse. Mais là, ce qu'il nous reste à faire, c'est les traverses piétonnes avec les feux clignotants. L'investissement moyen, là, on peut parler facilement de 75, 80, 90 000 par site. Là. Donc là, ça devient un peu plus, c'est majeur comparativement à un panneau de signalisation. C'est ce que je veux dire par intervention plus costaud, qui implique des travaux de génie civil, que souvent, il faut passer de l'électricité, des conduits. Donc, il faut excaver de part et d'autre de la rue, souvent. Là. Donc, c'est relatif à la dépense, en fait. Exact. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, les montants que j'ai signalés là. Mais aussi, c'est toute une coordination de travaux. Hein. Ça implique plusieurs disciplines. Il y a des travaux de génie civil, il y a Hydro-Sherbrooke qui est impliqué, il faut aller se raccorder. Il y a des travaux de béton, là, des fois, ça peut impliquer aussi des puisards. Donc, des fois, une petite traverse piétonne implique quand même des grosses équipes pour. Mais c'est un projet qui se doit d'être réalisé quand même, mais c'est beaucoup de coordination et de travail pour une mise aux normes d'une traverse piétonne lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des feux clignotants. Soit que si on veut le réaliser dans le cadre d'un projet de reconstruction, et comme on reconstruit la rue, on reconstruit les fondations, les équipes sont là, c'est pas du tout le même travail, pas le même. C'est une rénovation, ça coûte tout le temps plus cher à rénover. Effectivement, c'est un bel exemple. Une dernière petite question, quand tu parles de clignotants, on parle de clignotants rapides, comme je veux juste faire certain que je comprends bien, là, autrement dit, Parkdale College, ça va être un clignotant rapide, c'est ça? Exact. OK, ça fait que c'est celui à Lennoxville, ça va être celui-là. Il y en a un autre? Mais les autres qui risquent d'apparaître ici sur la screen. MTQ. Hein? Exact. Okay. On s'attend à ce qu'on va avoir apparaître un certain nombre. Mais ça, on va faire des suivis auprès du transport. On va vous revenir avec plus d'informations, voir c'est quoi leur objectif de réalisation. C'est moi, je suis satisfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Puis les réponses aux questions, ça vaut quand même son point. C'est correct pour vous autres?
Oui, d'accord. Donc, on peut lever la séance. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.